Je considère que la mise en scène d'exposition de mode est comme un défilé, en fait. Sauf que les visiteurs défilent et ce que l'on voit est statique. C'est ça la différence, en fait. L'idée, c'est pas de faire une leçon de mode, l'idée, c'est justement d'avoir une variation de propositions, d'objets, qu'ils aient un moment de beauté, un moment de réflexion, un moment d'émotion. C'est tout ça, en fait, qui fait une très bonne exposition de mode. Il ne s'agit pas d'être plus artistique qu'une œuvre d'art ou essayer de lutter pour exister, mais au contraire d'affirmer sa singularité et de montrer combien la mode, lorsqu'elle est réalisée avec une vraie intention, eh bien, peut transcender la fonction qui consiste à être portée pour être fêtée, admirée, célébrée dans un musée. Pourquoi le défilé de mode est-il un spectacle total ? Quel rôle y jouent les égéries ? Et comment la jeune création trouve-t-elle sa place dans l'univers de la mode créative ? Dans cette nouvelle saison de Catwalk Calling, nous avons rencontré des designers, des commissaires d'exposition, des agents, des scénographes, afin de donner la parole à celles et ceux qui font la mode. À travers leurs analyses, leur sens esthétique, leur oreille musicale ou leur stratégie de communication, ces personnalités façonnent les contours d'une industrie créative hors du commun. Je suis Jeanne Balibar et vous écoutez Catwalk Calling saison 2, le podcast de la Fédération de la haute couture et de la mode. Cette année, l'exposition Louvre Couture, objets d'art, objets de mode invite plus de 45 maisons de couture à dévoiler leurs pièces iconiques. Pourtant, faire entrer la mode au musée n'a pas toujours été une évidence. Aujourd'hui, dans les institutions culturelles ou dans les fondations privées, le public se bouscule pour toucher du doigt, toujours avec les yeux, évidemment, l'excellence et le savoir-faire de la couture. Le cœur créatif d'une maison se retrouve à la portée de tous, comme une fenêtre sur les œuvres les plus prestigieuses de la mode. Alors, comment la mode a-t-elle acquis sa place dans les musées du monde entier ? Et comment ces institutions lui ont-elles offert une légitimité et une puissance symbolique inégalées dans l'histoire ? Les expositions sont pas forcément adaptées au monde de la mode, puisque le monde de la mode a choisi, dès le 19e siècle, de s'exprimer à travers des défilés de mode. Donc, il n'est pas encore question véritablement d'exposition au sens de présentation sur des mannequins statiques dans un musée. Quand on lui parle d'exposition mode, l'historienne Florence Muller commence par énoncer ce paradoxe. La mode n'est pas pensée à l'origine pour être exposée dans un musée. Si elle prend vie à travers des corps en mouvement, ce n'était pas évident qu'elle trouve sa place dans l'espace muséal. Cela a été rendu possible d'abord grâce au pont qui existe entre peinture et costume. L'exposition de mode, si on remonte à ses origines, elle est déjà là au 19e siècle. Dans le cadre des grandes expositions universelles, il y a assez tôt dans le temps des pavillons de l'élégance qui présentent les créations des grands couturiers au même titre que tous les grandes réalisations du monde de l'industrie et de l'art qui sont présentées dans ces grands événements. Mais par ailleurs, commence à naître l'idée de musée du costume très progressivement au cours du XXe siècle, avec différentes initiatives qui sont à l'origine, notamment du musée Galliera, d'un côté, et de ce que l'on peut voir au musée des Arts Décoratifs actuellement. Ces initiatives, elles sont très souvent liées à des gens qui ont
un rapport avec le costume. Je pense surtout à des peintres d'histoire, des peintres qui vont être obligés de créer des mises en scène pour évoquer des éléments de l'histoire de la France ou d'ailleurs, et qui ont besoin de costumes à faire porter par les personnages qui posent devant eux. Et ces peintres d'histoire vont être à l'origine de collections de costumes. Alexandre Sanson est commissaire d'exposition et responsable du département conservation de 1947 à la création contemporaine au Palais Galliera. 30 ans de haute couture parisienne résumés en quelques 200 exemples choisis dans les collections du musée de la mode et du costume. Le musée Galliera à Paris, qui était un lieu d'exposition, devient le musée permanent de la mode et du costume. Le Palais Galliera est une collection qui est née en 1920 à travers le don d'un ensemble de vêtements par un peintre qui s'appelle Maurice Leloir et qui était un peintre justement qui représentait les costumes dans ses tableaux. Et donc il avait acquis un fonds assez exceptionnel de vêtements, notamment du XVIIIe siècle, mais également des costumes de théâtre. Et il en a fait don au musée Carnavalet qui déjà depuis le XIXe siècle recevait des vêtements. Et donc ça s'est véritablement construit autour de ça. Donc le XVIIIe siècle est le premier grand département du Palais Galliera. Il y a le XIXe siècle, il y a la première moitié du XXe siècle qui est très très riche, notamment en haute couture. Et ensuite le département dont j'ai la charge qui commence en 1947 et qui se termine aujourd'hui, voire demain. Aujourd'hui encore, ces ponts entre les arts font la richesse des expositions mode. Laurence Benaïm, journaliste et autrice, a eu la chance d'imaginer l'exposition « La traversée des apparences » au Centre Pompidou. L'idée était de partir des œuvres pour créer des liens entre artistes et créateurs. C'est vrai que cette exposition au Centre Pompidou, la traversée des apparences, m'a permis d'avoir une vision encore plus organique de ce que je me contentais de raconter avec des mots et parfois des images. Donc en l'occurrence, il s'agit de partir des œuvres elles-mêmes pour créer un dialogue avec des robes qui venaient non pas servir de faire valoir, mais susciter un véritable dialogue avec ces œuvres d'art. Créer ce dialogue, c'est associer des noms de créateurs illustres à ceux d'artistes de renommée mondiale. Il s'agissait de recréer des affinités électives et de faire comme si ces robes étaient des visiteuses. Alors des exemples, je citerai Rei Kawakubo et Picabia. Je trouvais que c'était entre celui qui disait j'aime les êtres qui ressemblent à des inondations et puis cette robe incroyable qui était complètement bouffante, qui marquait justement le sens des volumes poussés à l'extrême de Rei Kawakubo. On avait l'impression de participer à un voyage extrême, à un voyage radical, vertigineux. Laurence Benaïm n'a pas hésité à associer des créateurs plus contemporains à ce dialogue artistique. C'était Charles de Vilmorin avec Sonia et Robert Delaunay, c'était Marine Serre avec Duchamp, et c'était une façon justement de montrer que au-delà des décennies, au-delà des générations, il peut y avoir un dialogue sans être justement étouffé par le jeunisme ou par l'académisme qui consiste à isoler certaines personnes avec d'autres. Florence Müller partage cette démarche et associe des artistes à ses travaux de recherche sur l'esthétique des grandes maisons de mode. Dans la dernière exposition qui est en ce moment au Musée national de Riyad, exposition consacrée à Christian Dior, il y a plusieurs éléments qui parlent des rapprochements avec le monde de l'art, mais notamment une œuvre textile d'Eva Jospin qui figure dans une thématique autour de l'histoire des parfums de la maison Dior et du rapprochement avec le sens de la nature, et qui est quelque chose qui est très
fort dans l'art et les œuvres d'Eva Jospin, le rapprochement avec la nature, la forêt, les fleurs et tout ça est vraiment très très bien exprimé dans une thématique sur, plus précisément, le parfum Miss Dior qui a été créé par Christian Dior dès le lancement de sa maison en 1947. Créer ces ponts, c'est aussi une façon de légitimer la mode en tant qu'art, et cela n'a pas toujours été évident. À l'origine, la mode n'était pas vue vraiment comme une forme d'art digne d'intérêt, en fait. La mode était surtout perçue comme quelque chose de très commercial. Et lorsque j'ai commencé, c'était nécessaire de souligner la partie artistique de la mode. Donc j'ai fait beaucoup de choses dans ce domaine, des rapprochements avec le monde du design, par exemple design et mode, ou art et mode. Je repense à la première exposition que j'ai faite dans ce domaine et qui était l'une des premières, peut-être si ce n'est la première, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, qui s'appelait Art et Mode et qui était une traversée de plusieurs décennies d'histoire à partir des années 60 jusqu'à l'époque contemporaine et où il y avait véritablement des rapprochements entre des grands artistes et des grands couturiers, parfois parce qu'il y avait des citations directes, comme par exemple Julio Leparc et Paco Rabanne. Dans l'exposition un peu plus loin, il y avait l'évocation du travail de Martin Margiela, confronté avec une œuvre monumentale de Kiki Smith. Enfin, il y avait vraiment une exploration pour la première fois de collaboration ou simplement d'inspiration entre les deux mondes. Et à partir de là, il y a eu de plus en plus ce genre d'événements, que ce soit dans le monde de la mode ou dans le monde de l'art, avec des passerelles, des passages, des rapprochements qui ont été, je pense, très bénéfiques aux différentes formes d'expression. Ce travail de trait d'union entre les disciplines est une démarche que partagent nos trois experts. Cependant, il est important pour Alexandre Sanson de considérer la mode pour ce qu'elle est, sans forcément l'affilier à une autre forme artistique. Je pense que la création vestimentaire est une discipline en soi et qu'elle n'a pas besoin de l'art en fait pour exister et que les designers, les couturières, les couturiers doivent être crédités pour leur propre travail et non pas être justifiés ou validés par une pratique artistique autre telle que la sculpture ou la peinture. Donc non, en tout cas, j'ai pas cette envie pour le moment de faire ça. Je ne ressens pas le besoin. Je pense aussi qu'il faut faire comprendre cela au public. Et ça passe à travers donc ces projets d'exposition, ces projets de livres, pour vraiment faire de la discipline de création de mode une discipline à part entière, tout à fait créative, qui a des connexions très importantes avec l'art, évidemment, mais qui peut exister en tant que telle. Pour lui, l'exposition est l'occasion d'une réflexion qui vient d'abord du vêtement et de son observation. En 2019, il propose l'exposition Backside, dos à la mode, qui s'intéresse au dos dans la mode créative. Et en 2023, il célèbre 1997 en tant qu'année décisive dans la création de la mode contemporaine. Mon point de départ, ce sont toujours les vêtements. C'est la collection du Père Galliera et c'est le recoupement d'informations à partir de tous les vêtements que je vois. Simplement d'admirer un dos nu qui a fait naître justement l'exposition Backside, que ce soit justement de comparer un G-string de Tom Ford avec les premières collections de Galliano, les premières collections de McQueen, l'un pour Christian Dior, l'autre pour Givenchy, et ça quasiment à 6 mois d'intervalle. C'est ça qui me suis dit, mais il y a quelque chose à faire, et donc après on dénoue le fil. Ce travail pointu l'oblige aussi à explorer les sciences sociales et la philosophie. Une réflexion qui nourrit le champ des Fashion Studies, discipline encore trop peu développée en France, comme nous l'explique Laurence Benaïm. Moi, j'ai travaillé au Monde, la mode, on ne savait jamais où la mettre. Elle était une fois en culture, une fois en société, une fois dans les rubriques économie. Il a fallu attendre, c'est vrai, le début des années 80 pour que la mode et encore puisse prendre une ampleur, mais pas suffisante pour convaincre l'université française justement de lui accorder une place, comme dans d'autres pays où la mode, à travers les fashion studies, fait l'objet d'études très très sérieuses. Et c'est vrai que dans les universités françaises, la mode
n'a pas encore un statut tout à fait précis. J'ai la chance de pouvoir, à Sciences Po, enseigner l'art et la mode en temps de crise à travers justement un master qui s'appelle le Master New Luxury. Or, il y a une forme de gravité, d'intérêt dans cette mode qu'on dit frivole et qui est une écriture, encore une fois, la calligraphie en vêtements d'une époque. Écrire l'époque à travers le vêtement, c'est précisément un des enjeux de ces expositions mode. Et si on en croit les taux de fréquentation, le pari est souvent réussi. Florence Müller se souvient de l'aspect monumental de l'exposition Dior et du succès qu'elle a rencontré auprès du public. L'exposition Christian Dior, couturier du rêve, dont j'étais la commissaire au Musée des Arts Décoratifs en 2017, a été un succès monumental qui fait date dans l'histoire des expositions de mode à Paris, certainement. On avait 3000 mètres carrés, c'était du jamais vu dans l'histoire de ce musée. Il n'y avait jamais eu une exposition qui occupait tous ces espaces. Et la file d'attente pour cette exposition était exceptionnelle aussi. Elle faisait toute la rue de Rivoli, contournait tout le bâtiment du Tuileries, elle allait jusqu'à la Seine. Donc, pendant le dernier mois d'ouverture de l'exposition, il y avait énormément d'articles de télévision, surtout de radio, qui venaient filmer les gens et leur demander pourquoi ils attendaient dehors, parfois jusqu'à 8 heures d'attente pour pouvoir voir l'exposition. Au Musée des Arts Décoratifs, à l'heure du démontage de l'exposition Christian Dior, couturier du rêve, tout le monde réalise avoir vécu un instant unique. Les gens qui ont vu cette exposition sont très privilégiés, même s'ils ont été obligés d'attendre longtemps avant de la visiter, parce que certaines de ces robes vont rentrer dans les réserves et peut-être ne plus jamais sortir. Chacun de ces rendez-vous de la mode au musée crée un raz-de-marée populaire. Pour Alexandre Sanson, c'est un gage de qualité et un accomplissement. Alors le public est absolument central parce que sans public, il n'y a pas d'exposition. Donc il est à l'origine, le Palais Galliera, le Musée de la mode de Paris, est un service public, fait partie de l'administration de la ville de Paris. Donc on a ce devoir de clarté du propos, on a ce devoir d'accessibilité du propos. Et pour provoquer l'adhésion du public, Alexandre Sanson émaille ses expositions de références très pointues et très pop culture. J'essaie justement que l'exposition soit la plus riche possible en variant les contenus, en essayant d'avoir un rythme dans l'exposition qui fait que, qui que vous soyez, quelle que soit votre sensibilité, vous ayez un moment de connexion avec une partie de l'exposition. Par exemple, pour 1997, il y avait forcément les collections de Comme des garçons, de Yohji Yamamoto, avec une approche très conceptuelle de la mode, mais des choses beaucoup plus populaires, comme le 5e élément avec le costume de Jean-Paul Gaultier, qui parlait un peu à tout le monde, Björk, avec son un album homogénique où elle était habillée par Alexander McQueen. On avait ces moments aussi d'histoire avec la mort de Lady Diana ou les JMJ avec Jean-Paul II qui venait à Paris et était habillé par Jean-Charles de Castelbajac. Donc on avait tous ces moments en fait. L'idée c'était de tirer beaucoup de ficelles et dans ce discours-là d'avoir quelque chose dans lequel chacun puisse se retrouver. Laurence Benaïm garde des souvenirs émus des réactions du public lors de l'exposition La traversée des apparences. Ce qui m'intéressait justement dans l'exposition au Centre Pompidou, c'est de drainer un autre public. Et on l'a vu dans la fréquentation, un public de personnes assez jeunes, curieuses, qui étaient heureuses aussi de découvrir des robes qu'ils ne connaissaient pas. Au point que parfois j'étais un peu troublée quand, quand il y avait cette robe dite Lalanne de 69 d'Yves Saint-Laurent et que quelqu'un m'a dit « Ah ben c'est drôle, on dirait du Schiaparelli ». Et au fond, cette personne voulait sans doute faire référence au modèle récent de Schiaparelli, mais en l'occurrence, Yves Saint-Laurent, c'était quand même un petit peu avant. Et donc, ces robes, en fait, elles sont là aussi pour créer, pour titiller la curiosité, l'imaginaire, pour montrer à des gens aussi qui ne viennent pas justement du monde de la mode, que la mode existe en dehors des défilés. Ce public, au cœur de toutes les réflexions, doit repartir avec des connaissances et une vision claire de la singularité d'un créateur.
Pour Florence Müller, c'est tout l'enjeu de son travail. Il y a énormément de textes, il y a énormément d'éléments qui racontent les collections. Et puis, les robes elles-mêmes racontent énormément. Donc moi, je m'imprègne de tout ça pour surtout montrer ce qui est spécial, ce qui est unique à la maison de couture. Le reste, ça m'intéresse pas. Quand on fait une exposition, par exemple, sur la maison Dior, il faut définir ce qui est spécifique à la maison Dior. La maison Dior, c'est cette source d'inspiration très importante dans le XVIIIe siècle, dans le XIXe siècle, le rapport à l'art des jardins, la féminité, le new look, l'après-guerre, c'est ça qu'il faut développer et qui est unique à la maison Dior. Cette singularité du créateur doit s'affranchir des règles muséales et proposer une expérience inédite. C'est ce que propose Alexandre Sanson avec l'exposition Rick Owens au Palais Galliera. L'exposition Rick Owens, c'est une exposition qui va dépasser les simples limites du musée. Et ça, c'est quelque chose de très excitant lorsqu'on est commissaire d'exposition, c'est d'interroger l'exposition, son format, mais également même le musée qui l'accueille. C'est une exposition qui va être ouverte vers l'extérieur. Pour la première fois de l'histoire du musée, on ouvre les rideaux du bâtiment qui a été créé en 1889. Et on va reconnecter avec le square, le palais de Tokyo. Rick Owens présente ses défilés avec la Tour Eiffel pour une exposition en plein jour, mais également une exposition à l'extérieur. C'est un travail de près de 3 ans, justement pour que Rick Owens investisse même le parc avec une composition florale, avec des sculptures spécifiquement créées, et même le restaurant d'été du Palais Galliera, qui est entièrement revu aussi par Rick Owens. Et donc c'est une sphère d'art total qui est en fait la pratique de Rick Owens. On n'a peut-être pas pu se permettre ça avec un autre designer, une autre designer, mais c'est permis par Rick Owens. Donner à voir une approche globale qui transcende les disciplines, c'est l'aboutissement du travail du commissaire et le signe de la présence d'un grand designer. Ceux qui font l'admiration de Laurence Benaïm depuis toujours et qui méritent qu'on s'attarde sur leur vision. J'aime aussi ces gens qui arrivent à s'affranchir de quelque chose. Je pense aussi à Comme des garçons, à Reka Wakubo, à son dernier défilé. Cette façon, encore une fois, de s'affranchir des limites pour reconstruire avec la force du métier ce qu'elle est en même temps en train de détruire. Et j'aime ce rapport comme ça de construction et de déconstruction sans lequel il ne peut pas y avoir de futur, d'avenir. C'était Catwalk Calling, saison 2. Ce podcast est une création de la Fédération de la haute couture et de la mode, soutenue par Le Défi, produit par l'Acmé, coordonné par Chloé Vibo, préparé, tourné et écrit par Hélène Carbonel, réalisé et mis en musique par Thomas Rosès, avec la voix de Jeanne Balibar.